Et donc, je vais donner la parole maintenant à Bertrand Lecomte. Donc, Bertrand Lecomte est professeur certifié d'histoire-géographie. Il est actuellement en poste au collège de Péranchy dans le Nord et il fait partie de ses collègues du secondaire extrêmement actifs en recherche aussi sur leur temps personnel, puisque donc après un master recherche à Lille 3 sur les civils vivant près du front au pays de la Loire entre 14 et 18, il continue donc à travailler et il pilote en particulier un projet de centre d'histoire 14-18 en Flandre française. Et je tiens à souligner que ses collègues du secondaire actifs en recherche sont extrêmement précieux pour la constitution de la science historique et nous saluons toujours leur action sur un temps libre qui est de plus en plus rare dans les établissements. Et donc, il va parler ce matin du problème donc, de la réintégration de la population et de la reconstruction agricole avec, on a surtout évoqué avec Corbray, donc justement la reconstruction urbaine, là nous rentrons dans la reconstruction rurale, avec l'exemple de la plaine de la Lys, entre Béthune et Armentières, sur une chronologie qui va, comme pour les communications précédentes, de la fin 18 aux années 1920, dont je lui donne la parole pour environ 25 minutes. Bien, merci. Bonjour à tous. Donc je vais essayer de traiter une question qui s'avère finalement un peu plus compliquée que ce que je pensais au départ quand j'ai lancé le sujet. Donc je vais considérer que cette recherche, c'est une première ébauche qui amène des compléments dans les mois ou les années à venir. Donc d'abord, je vais commencer par un petit peu de géographie, puisque le territoire qui supporte l'étude de maintenant s'appelle la plaine de la Lys. Donc tout le monde ne connaît peut-être pas forcément. La Lys est un fleuve. Si vous repérez, vous avez la ville de Lille qui est à l'ouest. Et la plaine de la Lys, c'est toute la zone qui est comprise entre Armentières, Béthune. C'est la partie sur la carte qui est en gris foncé. Normalement, ce serait en vert clair. C'est un terrain plat à 18-19 mètres d'altitude et qui est très facilement inondé quand il pleut beaucoup. Les terrains sont très bas, ça va fortement impacter la vie des soldats dans les tranchées. Ce territoire, en 1914, est un territoire relativement rural, agricole, mais il n'empêche que dans toutes les communes du secteur, vous avez une forte présence industrielle, les industries à la campagne, notamment le tissage, le filage, etc., de chaque côté de la Lys. Et vous avez aussi un habitat qui est particulier, c'est un habitat dispersé, avec des villages qui sont finalement de très gros villages, qui ont plusieurs milliers d'habitants parfois. Donc c'est une zone qui est relativement peuplée, mais qui est rurale dans sa globalité. Quand la guerre éclate, le front va se stabiliser tout à l'ouest de la plaine de la Lys. C'est le trait noir continu que vous distinguez, qui passe à l'ouest de Béthune et à l'ouest de Armentières. Et donc pendant à peu près 4 ans, juste à proximité de cette ligne, côté allié, donc côté ouest, vous allez avoir une forte présence des agriculteurs qui se sont accrochés à leurs terres, ne voulant pas partir, même si les bombardements étaient très proches et très dangereux pour eux dans leur travail. Puis, en 1918, les Allemands vont déclencher une offensive qui s'appelle la bataille de la Lys et qui va repousser la ligne de front vers la forêt de Nieppe, vers Bailleul. Vous voyez le trait en continu, noir, c'est la nouvelle ligne après la bataille de la Lys. Et donc, cette offensive de 1918 va ravager tout le territoire de la plaine de la Lys que je vais essayer de vous décrire tout à l'heure. Donc, les agriculteurs, quand ils vont revenir, ils vont être confrontés à une ruine de leur outil de travail, ruine de leur paysage. Et vous avez un maire qui, pour parler de leur situation en s'adressant au sous-préfet, va utiliser une phrase qui m'a marqué en la lisant. Et il considère que les cultivateurs sont maintenant des pionniers d'un nouveau genre. Donc si on utilise le terme de pionnier, ça veut dire qu'il faut remettre en valeur un territoire comme s'il ne l'avait jamais été auparavant. Donc ça suppose qu'il va y avoir un travail considérable. Donc pour évoquer cette question, je vais vous proposer 3 parties. Et la première partie consiste à faire la découverte d'un champ de ruines. Puisque les agriculteurs cultivent le sol, cultivent les champs, leurs champs sont en ruine. Donc, pour s'en rendre compte, certains vont faire des premières visites d'évaluation. Alors je vais vous proposer pour chaque diapositive une image d'illustration. Certaines proviennent des archives de l'association ATB 14-18, d'autres proviennent de musées du secteur ou des archives. Et ces photos sont très intéressantes pour se rendre compte de l'impact de la guerre dans le paysage rural.
Ça n'a rien à voir avec le paysage urbain comme on a vu tout à l'heure. Donc la première chose à aborder quand on fait des visites d'évaluation, pour retourner sur cette zone du champ de bataille, c'est qu'on est confronté, quand on est visiteur, à des difficultés d'accès. En fait, le territoire de la plaine de la Lys que je vous ai présenté tout à l'heure a été libéré à partir de fin 1918, donc au cours du mois de septembre 1918, les Allemands se retirent. Approcher de cette ligne, c'est dans un premier temps impossible, parce qu'il y a toujours la situation de guerre. Parce que le front se restabilise quelques jours à proximité de l'île, et donc s'approcher du champ de bataille, c'est compliqué, il faut des sauf-conduits et des postes de contrôle militaire, etc. Mais il n'empêche que certains sont en capacité de le faire. L'accès est rendu difficile non seulement à cause du règlement militaire, mais aussi à cause du règlement administratif. Il faut des autorisations de la préfecture. Et c'est aussi rendu difficile en raison de l'état des voies de communication. Les routes sont coupées, détruites, les voies ferrées sont laminées. Bref, se rendre sur ce territoire, c'est parfois une expédition rocambolesque. Alors, qui va faire l'effort de se rendre sur ces lieux de destruction pour constater de leurs propres yeux l'ampleur de la destruction? Eh bien, ce sont principalement des notables, mais aussi des représentants de l'État. Le premier représentant de l'État qui découvre le territoire du Pays de l'Alleu, donc le Pays de l'Alleu, c'est l'Aventie, Fleurbaix, Sailly-sur-la-Lys, dans le département du Pas-de-Calais, c'est le sous-préfet de Béthune, qui s'y rend assez rapidement. Mais vous avez aussi les élus locaux. Quand je parle des élus locaux, ce sont les maires ou les adjoints qui font fonction de maire. C'est notamment le cas du maire de Merville, du maire de l'Aventie, du maire de Sailly, du maire de Fleurbaix ou de l'adjoint au maire de Bailleul qui retourne le plus vite possible sur le champ. Mais c'est aussi parfois des habitants, comme sur cette photographie, où vous avez une dame qui s'appelle Madame Boisdin, qui revient dans le territoire de la Gorgue découvrir sa maison complètement démantibulée, et on observe que le paysage est complètement ravagé. Mais vous avez aussi des habitants de Fleurbaix qui vont faire l'effort de revenir sur place. Et tous ces gens qui viennent, que font-ils? Ils observent, ils prennent des notes et ils ne peuvent pas s'empêcher d'écrire. Et beaucoup de ces visiteurs vont publier leur texte, un récit de la destruction, un inventaire à la Prévert des maisons détruites, des fermes détruites, des champs détruits, pour les publier dans les journaux à destination des réfugiés. Parce qu'en fait, quand les Allemands vont attaquer le 9 avril 1918, les habitants sont tous en fuite. Donc ils ont tous quitté un territoire et ils veulent savoir dans quel état ils se trouvent. Donc les visiteurs vont revenir sur ce terrain avec un rythme différent. Certains vont faire des visites très précoces, très rapidement, d'autres plus tardivement. Je vais prendre un exemple, celui de la ville de Bailleul. Je viens de dire la ville de Bailleul, mais Bailleul est une petite ville de 10 à 15 000 habitants avant la guerre, mais qui possède des hameaux ruraux, Outerstein, Le Stenge, et là c'est la campagne avec une activité rurale très importante. Donc en fait, la ville de Bailleul est libérée le 31 octobre, et 15 jours plus tard, l'adjoint au maire revient sur place. Il n'a pas voulu attendre trop longtemps, il a peut-être cédé à une pression des Bailleulois qui étaient déjà partis. Il retourne sur le terrain pour se rendre compte, prendre des notes. C'est celui qui va revenir le plus vite. Au fait, il revient que quelques jours, puis après, ou quelques heures, et après il repart, parce qu'il ne peut pas vivre sur place. Il y en a qui vont revenir à peu près un mois après. C'est le cas à Merville d'un maire qui s'appelle M. de Gruson et qui se fait photographier dans les ruines de sa ville. Et avant de rentrer dans la ville, il traverse tous les hameaux. Ils appellent ça la banlieue, mais en fait, c'est les champs. Donc il traverse tous les hameaux, il constate la destruction des fermes. Il dit toutes les fermes sont détruites, il n'y a plus rien. Dans les communes du Pays de l'Alleu, donc l'Aventie, Fleurbaix, c'est pareil. Les maires reviennent à partir d'un mois plus tard. Mais vous avez aussi les curés qui vont revenir, je voulais le dire. Les curés vont revenir assez rapidement. Et dans le cas de Fleurbaix, il va repasser le curé vers le mois de décembre. Donc on est à peu près à 2 mois après la libération. Donc tous ces visiteurs écrivent, relatent l'état de destruction pour que tout le monde soit au courant. Alors qu'est-ce qu'ils ont vu? C'est ça qui est toujours intéressant à comprendre, à observer. Ils ont découvert un territoire chaotique et déserté. Alors là, je vous ai mis une photo qui a été réalisée sur le champ de bataille de Neufchâtel. On est pile sur les premières lignes, entre Béthune et Armentières, avec au premier plan un Christ qui est posé sur le sol. Il parle beaucoup au portugais parce que maintenant il est installé à Batalha dans un monastère qui commémore la Première Guerre mondiale. Et cette photo nous permet de découvrir l'état de destruction. Alors ce qui est intéressant à signaler, c'est que les visiteurs, quand ils sont allés rejoindre leur territoire d'origine, ils ont traversé la grande plaine de la Lys. Et je vais prendre le cas des Fleurbaisiens.
vous avez un Fleurbésien qui était réfugié à Limbre, c'est à côté de Saint-Omer. Et pour aller jusqu'à Fleurbé, donc il a eu le droit, il a eu un sauf-conduit et il devait trouver un mode de transport. Donc il s'est fait embarquer dans un camion de l'armée britannique et puis il a traversé comme ça toute la plaine de la Lys, de Saint-Omer jusqu'au Fleurbé. Donc il a constaté qu'il y avait pour lui 3 zones de destruction. Donc la zone autour de Merville, Forêt-Nieppe complètement rasée, c'est l'avancée maximale des Allemands en 1918, un énorme niveau de destruction. Puis après, une zone un peu moins détruite. Et quand il revient dans son village d'origine, où la guerre de position a duré 4 ans, il retrouve une destruction dramatique encore pire que celle autour de Merville. Ça s'explique par la présence des tranchées pendant presque 4 ans. Donc nos Fleurbésiens qui font ces visites vont aussi relater un petit peu à leurs amis ce qu'ils ont constaté, et certains utilisent dans leur récit le terme de désert. Ils sont marqués par le fait qu'il n'y a personne, plus personne. Alors ils sont repassés 1 mois après, mais cependant, ils sont quand même étonnés que dans ce désert, ils constatent cependant la présence dans une maison d'une famille déjà revenue 1 mois après la libération du territoire. Donc certains se disent, c'est peut-être possible de revenir. Mais cependant, les visiteurs sont quand même choqués par l'ampleur de la destruction et la plupart du temps, ils font des messages plutôt négatifs en disant aux lecteurs de leur texte « ne revenez pas tout de suite ». Pourquoi ? Parce qu'en fait, les sols sont meurtris, abandonnés. Donc en fait, quand on revient sur le territoire, qu'est-ce qu'on constate ? La présence encore des installations militaires. Elles n'y paraissent pas, mais les tranchées sont encore en place sur cette photographie. Sauf qu'elles sont masquées par la végétation qui commence à reprendre ses droits. Les sols sont aussi constellés de cratères, cratères liés à des explosions d'obus, mais aussi à l'explosion de mines souterraines, notamment dans le secteur de l'Aventie-Fokissa. Certains habitants, quand ils reviendront, ils diront que les cratères sont tellement profonds qu'on peut y mettre une maison de 2 étages. On ne s'en rend pas compte, je vous dis, la végétation est revenue. On a aussi un autre problème, c'est que les sols sont pollués. Alors pollués par le plomb, pollués par les explosifs, pollués par les produits chimiques, mais aussi pollués par les munitions non explosées. On ne les voit pas sur cette photo, mais les munitions y sont. Le sol est aussi jonché de cadavres de tombes, soit concentrés dans des cimetières provisoires, soit disséminés dans des tombes individuelles, ou même des corps abandonnés à même le sol. Certains visiteurs constatent aussi que les récoltes ont été abandonnées dans les zones un peu moins détruites. Elles n'ont pas été terminées. Donc tous les blés ont pourri sur place. Ensuite, dans le secteur de l'Aventie, qui a été occupé par les Allemands après la bataille de la Lys, des visiteurs constatent aussi que les arbres ont été coupés par les Allemands à leur repli politique de terre brûlée pour aussi bloquer la reconstruction agricole. Donc les sols sont bouleversés, abandonnés, on va dire c'est une friche, et l'habitat également est détruit. La ferme en tant qu'exploitation, bâtiment d'exploitation n'existe plus. Toutes les fermes sont détruites entre Merville et la Forêt-Nieppe. Le matériel agricole est perdu soit en raison des bombardements, soit aussi en raison d'une récupération par l'armée allemande durant l'occupation en 18. Parce que les Allemands, quand ils vont prendre certaines fermes, récupèrent le matériel et les concentrent dans un village entre Seilles et Fleurbé afin de l'emmener vers l'Allemagne par la suite. Bon, ils n'auront pas le temps de le faire, sauf que tout a été mélangé, donc on ne sait plus à qui ça appartient. Donc les fermiers n'ont plus d'outils aratoires à disposition. Ensuite, des agriculteurs constatent que les puits sont contaminés par les explosifs, mais certains pensent aussi peut-être par les Allemands au moment de leur repli. Donc ce qui suppose que l'utilisation de l'eau n'est plus possible, en tout cas plus dans les puits tels qu'ils existaient avant la guerre. Et donc je reviens à mon sous-préfet qui a fait la visite du territoire en octobre 1918. 1 mois après la libération, il se dit qu'en fait tous les villages sont détruits. Donc ça commence à le faire réfléchir, lui et d'autres élus. Donc, faire réfléchir sur une question. Faut-il autoriser le retour rapide des habitants ou faut-il les dissuader ? Alors, pourquoi cette question elle va devenir importante ? C'est parce que les maires, comme le maire de l'Aventie et le maire de Bailleul, reçoivent dès le mois de septembre des dizaines de courriers. Le maire de Bailleul, c'est 15 courriers par jour de gens qui lui disent « Est-ce que l'on peut rentrer ? Est-ce qu'on peut revenir chez nous pour retrouver notre ferme et se remettre au travail ?» Le maire de l'Aventie ne sait pas quoi répondre.
Et le maire de Bailleul dit ben moi je vais arrêter de vous répondre parce que je vous ai envoyé un message, j'ai publié un texte dans lequel je parle des destructions, vous n'avez pas compris ce que je suis en train de dire, que c'est tellement détruit qu'il ne faut pas revenir, donc je ne peux plus perdre mon temps à répondre, restez chez vous en fait. Donc les consignes qui sont données, c'est des consignes de patience. Alors ces consignes sont finalement données par le sous-préfet de Béthune. Alors au départ, quand il a appris que les territoires ont été libérés, il s'est enflammé en disant vite, il faut que les gens reviennent pour reprendre l'activité agricole. Quand il a fait la visite du terrain, il s'est rendu compte que c'était finalement pas possible. Donc les consignes, c'est on bloque les retours, il faut dissuader les gens de revenir. Donc quels sont les médias qui vont être utilisés pour diffuser cette information ? Eh bien, il y en a deux que j'ai trouvés, en tout cas pour le territoire qui nous intéresse. C'est le journal des réfugiés du Nord, donc notamment le maire de Bailleul qui publie ses récits de destruction dans ce bulletin et qui dit ensuite à tous les Bailleulois qui veulent revenir, ne revenez pas maintenant, prenez patience. Le sous-préfet aussi avait fait passer un message comme quoi il ne faut pas revenir avant l'hiver 18-19, parce que si c'est revenir dans une zone ruinée avec le froid, ça va être l'enfer. On en parlait tout à l'heure en fait. Ne revenez pas. Et le deuxième canal de diffusion, c'est un canal plus étroit, mais très intéressant. C'est le journal paroissial de Fleurbaix, qui s'appelle Notre Clocher. Fleurbaix, c'est une petite ville à côté de Armentières, à l'ouest de Lille. C'est un bulletin paroissial qui a été édité pour la première fois, accrochez-vous, pendant la guerre. Le village est sur la zone de front. Le curé, c'est un acharné, il ne veut pas partir, et il veut garder le contact avec tous les réfugiés qui se sont dispersés un peu partout en France. Et tous les mois, il publie un bulletin, en expliquant ce qui se passe dans son village. Et donc, c'est lui qui va publier la destruction de la ville, enfin du village, l'état de destruction, et il a noté dans un de ses courriers que le maire de Fleurbaix de l'époque lui avait demandé de faire passer un entrefilet dans son bulletin paroissial, invitant les habitants de Fleurbaix à ne pas revenir. En tout cas, pas tout de suite, tant que les besoins primaires ne pouvaient pas être satisfaits, à savoir logement, ravitaillement. Donc il faut temporiser, la culture ne sera pas possible pour tout de suite. Au fait, la photo à gauche, une cour de ferme, complètement démolie, on voit bien que ce n'est pas habitable. Cependant, malgré tous ces discours de prudence, on est quand même estomaqué de voir que les cultivateurs sont revenus finalement très vite. Il y a un attachement viscéral au sol, ils reviennent, ils sont pleins d'espoir, mais ils vont se heurter à des désillusions. Donc, quand je disais que la réintégration, elle va se faire très rapidement, j'ai des chiffres pour le prouver. Alors, je vous ai préparé ce petit tableau, mais avant, je reviens sur la procédure. Pour pouvoir revenir sur un territoire qui a été détruit par fait de guerre, il faut normalement des autorisations. Alors, la question, c'est comment se fait-il qu'un mois après, il y a déjà une famille qui vit à Fleurbaix ? Le curé de Fleurbaix a eu l'explication. Cette famille avait été évacuée par les Allemands vers Lille. Et quand les Allemands sont partis, il n'y a pas de soldats anglais qui vont leur dire de bloquer, de ne pas revenir. Ils reviennent directement dans leur maison, mais à l'état de ruine. Par contre, tous les réfugiés qui ont fui du côté libre, eux, ils sont bloqués par les postes de contrôle. Donc pour pouvoir entrer sur le territoire, il faut l'autorisation du préfet, du département où vous souhaitez vous réintégrer. Quand vous habitez dans l'ouest de la France temporairement, il faut l'accord du préfet du Pas-de-Calais pour revenir vivre à Fleurbaix, par exemple. Et bon, a priori, les autorisations vont être facilement données pour les agriculteurs. Donc, la preuve, c'est que vous avez ce tableau. Vous avez des écrans sur le côté. Donc, je suis obligé de me tourner parce que je me souviens plus des chiffres. Dans le cas de Fleurbaix, déjà au mois de janvier, il y a 150 cultivateurs qui sont présents. Alors vous allez dire 150, c'est pas beaucoup, mais j'ai cru entendre tout à l'heure qu'à Cambrai, il y avait 150 personnes au même moment. Sauf que à Laventie, on avait 3691 habitants au début. Et puis très vite, on constate que les chiffres montent relativement rapidement. On arrive à 2500 habitants en fin d'année 2019. C'est presque le nombre total de réintégrés. Tout le monde ne sera pas revenu, hein. Mais c'est principalement des cultivateurs qui reviennent. La preuve, c'est qu'on a le maire de Sailly-sur-la-Lys, qui est un adjoint faisant fonction, le docteur de Laval, qui dit les gens qui sont revenus sont tous des cultivateurs et ils demandent de l'aide. Dans le cas de Bailleul, il y a une étude qui a été faite par le Cercle historique et d'archéologie de Bailleul qui conclut en disant que finalement, à la fin du retour des habitants, ceux qui sont le plus revenus sont les agriculteurs. Ceux qui sont le moins revenus, les commerçants se sont rétablis ailleurs pour des raisons d'indemnisation, etc. Et dans le cas de Sailly-sur-la-Lys,
je reviens au docteur de Laval, il dit que les cultivateurs sont les premiers revenus, mais pas les ouvriers. Parce qu'à Sailly-sur-la-Lys, vous avez des tissages, l'usine Salmon, et elle s'est délocalisée pendant la guerre au Havre. Donc les ouvriers sont partis avec. Et ils ont un travail au Havre, et donc ils ne vont pas revenir tout de suite. Par contre, les cultivateurs, quand ils sont réfugiés quelque part, ils n'ont plus de travail. Revenir sur leur lieu de vie habituel, c'est retrouver un travail. Donc, il va y avoir une conséquence qui était imprévue. Si les cultivateurs reviennent en nombre, les élus sont obligés de revenir aussi. Dans un premier temps, les élus qui faisaient les visites se disaient « je ne peux pas vivre ici ». Le cas le plus flagrant, c'est le maire de Laventie, qui est réfugié à Berck-Plage et qui préfère rester à Berck-Plage plutôt que de revenir vivre dans les ruines, etc. Ça peut se comprendre, mais il y a plein de raisons aussi qui s'expliquent. Il avait été pris en otage par les Allemands, enfin bref, il est traumatisé par la guerre. Sauf que les agriculteurs sont là et lui demandent de gérer le problème. Donc il gère à distance dans un premier temps, mais ça pose problème, donc il faut revenir sur place. Donc on va avoir un rythme décalé dans le temps. Ceux qui reviennent le plus vite, c'est par exemple le maire de Sailly-sur-la-Lys. Dès le 15-20 janvier, le bureau de mairie est ouvert, ça fonctionne. La Gorgue, je me trompe, la Gorgue c'est les plus rapides. Dès décembre 1918, ils sont en place. Puis après, Laventie, je vous dis, c'est avril 19. Donc les cultivateurs de Laventie, qui reviennent à partir de novembre 18, décembre 18, jusqu'à avril, ils sont tout seuls dans leur commune. Le maire est à distance. Alors ceux qui sont revenus, les agriculteurs qui reviennent, ils sont dans la précarité et très rapidement, ils vont développer un sentiment d'abandon, comme après toutes les grandes catastrophes naturelles ou technologiques, comme on peut parfois évoquer actuellement. Donc, sentiment de précarité et d'abandon, et qui va être porte-parole de leur douleur? En fait, c'est les maires. Comme ils sont revenus, ils vont se faire constamment attraper par les gens qui sont réintégrés pour leur demander « aidez-nous, comment on peut faire », etc. Et les maires écrivent au sous-préfet, etc., pour que l'État intervienne et que l'État puisse rendre service. Par exemple, j'ai une citation du maire de Laventie, qui est au sous-préfet de Béthune, déclare « Je viens vous forcer de me dire ce que je dois faire. Je suis perdu, aidez-moi ». Donc les sinistrés ont beaucoup de besoins, notamment dans le domaine du logement, vous voyez pourquoi, et dans le domaine du ravitaillement. Et donc ils demandent l'aide des pouvoirs centraux. Donc les problèmes sont dans le domaine du logement et du ravitaillement. Donc dans un premier temps, les habitants qui sont revenus constatent qu'il y a encore quelques maisons qui peuvent être habitables. Elles sont fortement endommagées, mais elles ne sont pas à l'état de ruine. Donc, les élus demandent au préfet et au sous-préfet comment peut-on faire pour restaurer le plus vite possible ces maisons. Il faut les mettre hors d'eau, il faut envoyer des équipes de charpentiers, de couvreurs, pour éviter que les fuites qui vont arriver durant l'hiver ne fassent tout s'effondrer. Ensuite, on va demander des baraquements. On a vu tout à l'heure sur des photos à Cambrai qu'il y avait des baraquements sur la place. Des demandes vont être faites pour la zone rurale. Mais dans le cas de Sailly-sur-la-Lys, par exemple, en janvier 1919, le maire demande encore au sous-préfet à qui je dois m'adresser pour avoir des baraquements. Qui peut me donner un coup de main pour les avoir plus vite? Donc comme ça n'arrive pas, les réintégrés vont devoir développer des solutions de fortune. Donc c'est le système D, comme on le voit sur cette photo. Donc ils prennent des tôles, des planches, ils rafistolent des petites baraques comme ils le peuvent. Ils vont parfois occuper des maisons qui ne sont pas les leurs en attendant que les propriétaires reviennent. Mais ils vont aussi occuper des installations militaires. Donc il existe des photos qui montrent des habitants qui logent dans des blocos construits par les Allemands pendant la Première Guerre mondiale et qui sont pour certains encore habitables en 1919. Et quand ils récupèrent une maison qui n'est pas complètement démolie, ils mettent du papier huilé aux fenêtres quand il n'y a plus de carreaux, ils mettent du papier bitumé sur les toitures pour éviter les infiltrations, etc. Mais il n'empêche qu'ils ont un problème, c'est le chauffage. Il n'y a rien pour se chauffer. Et vous avez des témoins qui disent que la nuit, durant l'hiver, avec la bise qui est glacée, la cafetière est gelée au petit matin. Ça, c'est des témoignages qui sont rapportés par les élus locaux, donc c'est très intéressant. Ensuite, ce qui pose problème, c'est le ravitaillement. Vous avez des cultivateurs de Sailly-sur-la-Lys qui vont faire une lettre, une pétition en fait, adressée au sous-préfet en leur disant « Il nous faut trouver une solution de ravitaillement qui ne soit pas aussi chère que ce qui est le cas actuellement, parce que c'est compliqué de trouver de la nourriture dans un lieu désertique. Donc tout de suite, les prix montent. Et puis ensuite, il y a un autre problème, c'est que si on doit se ravitailler, il n'y a plus rien dans le territoire, il faut faire 20-30 km. Donc pour trouver du ravitaillement, c'est un peu compliqué.
Donc les élus locaux demandent à ce qu'il y ait des centres de ravitaillement qui soient installés dans la plaine de la Lys, le plus vite possible pour que les gens soient nourris. Et en attendant, eh bien, ils vont se ravitailler à Lille-Aire, Aire-sur-la-Lys, pour des gens qui habitent par exemple l'Aventis, c'est très loin, ou alors, dans le cas de Fleur Bay, ils vont se ravitailler à Lille, la grande ville de proximité qui est à 25-30 km. Donc au final, on a un sentiment d'abandon qui se développe. Ces gens sont seuls, au milieu de nulle part, dans une zone chaotique, et les curés, les élus s'en font l'écho. Le curé de Fleur Bay, par exemple, en avril 1919, il écrit dans son bulletin paroissial « On nous a dit qu'il y avait des baraquements possibles, on est en avril, il n'y en a toujours pas. » Ça fait pour certains 4 mois qu'ils sont là, il n'y a toujours pas de baraquement pour les héberger. Dans le cas de Bailleul, c'est encore plus flagrant. On est en juin 1919, l'adjoint dit « On a fait 220 demandes de baraquement, il n'y en a qu'un seul qui est arrivé, pour un cultivateur à Outersten. Les autres, pas de baraquement, donc ils logent dans des maisons comme ça. » Donc le sentiment d'abandon va créer une certaine amertume. Ensuite se pose la question de la relance agricole. Au départ, il y a un optimisme du sous-préfet de Béthune et aussi des sous-préfets locaux, parce que le territoire qui va être libéré en septembre 1918 est un territoire rural qui était hyper productif avant que n'éclate la Première Guerre mondiale. Donc le sous-préfet se dit qu'il faut très vite remettre en activité ce lieu pour les besoins de l'effort de guerre ou même pour les besoins du ravitaillement des populations après-guerre. Donc il se dit on va ouvrir les vannes pour que les agriculteurs reviennent très vite. Qui était aussi optimiste? Les maires. Les maires qui avaient fait une première visite se disaient avec un petit peu de travail, on va pouvoir remettre en culture les récoltes, on va retrouver la fertilité de nos sols, etc. Sauf qu'ils ne se sont pas rendus compte de l'ampleur de la destruction, comme cette photo le montre. Les cratères sont gigantesques. Vous avez ici un trou de mine rempli d'eau. Donc c'est profond jusqu'à 10 mètres de profondeur. Et des trous de mine, il n'y en a pas qu'un seul, il y en a plein. Donc c'est un travail gigantesque. Donc l'optimisme va être un peu réduit. Donc nos agriculteurs qui sont revenus en nombre, qui ont été parfois encouragés, se rendent compte des difficultés. Ils ne sont pas prêts de regagner leur pain. Ça va demander du temps. Et donc la déception, elle se traduit par des plaintes qui vont monter. Et le maire de l'Aventis, par exemple, en mars 1919, ne peut que relayer au sous-préfet des demandes d'agriculteurs ou des plaintes d'agriculteurs qui disent « Nous n'avons pas assez de secours, venez à notre aide ». En janvier 19, par exemple, à Sailly-sur-la-Lys, vous avez le maire qui était optimiste au départ et qui est encore en train de chercher la personne qui sera responsable du déminage, qui sera responsable d'apporter le matériel dont on a besoin. On ne sait pas qui va s'en occuper. Donc cette relance agricole se heurte à de très grandes difficultés. Mais cependant, une fois que l'État va mettre le paquet, la reconstruction agricole va quand même se mettre en route. Alors elle va commencer par la réparation des sols. Alors cette réparation des sols, finalement, c'est un effort titanesque, mais qui est inégal en fonction des territoires. Alors je vous ai affiché cette carte, je vais en parler juste après, mais avant je dois évoquer une situation particulière. Les sols agricoles ont été détruits par des faits de guerre. Donc il est prévu une réparation à la charge de l'État. Et c'est l'État, avec les dommages de guerre, s'il y en a assez, ou sinon c'est l'État, avec des indemnisations, qui devra remettre en état les sols qui ont été détruits. Et indemniser aussi les récoltes perdues, les exploitations détruites, etc., etc. Donc ça va être un coût financier pharaonique. Donc il va y avoir des estimations de travaux qui vont être faites. On envoie des ingénieurs explorer les terrains, comme sur la carte que vous avez. Cette carte, toute la zone colorée, c'est la zone du Pays de l'Alleu. On est au nord du département du Pas-de-Calais. Vous avez l'île qui est à l'ouest. On ne voit pas, je l'ai coupé. Et vous avez un code de couleur. Tout ce qui est en rouge-orangé, c'est ce qu'on appelle la zone rouge. C'est la zone avec une destruction catastrophique. Et l'ingénieur a écrit « il faut repousser la remise en culture, voire même il faut l'abandonner, il faut mettre du bois, il faut boiser, il faut planter des arbres ». Après, il y a une zone jaune avec des dégâts, mais ce n'est pas trop de travail. Il y a une zone marron qui est entre les deux, où là on dit que la culture sera possible, mais avec quand même un effort considérable. La zone bleue est réputée cultivable de suite. Alors en fonction du niveau de travaux, c'est un coût financier différent.
Donc l'idée, c'était quand ça coûtait trop cher de remettre en état par rapport à la valeur du terrain avant-guerre, on ne fait pas. On ne remet pas en état. C'est pour ça qu'on devait boiser. Finalement, ces terrains ne sont pas boisés, hein, sur des zones agricoles. Il y a aussi un problème. Dans tout ce territoire, vous avez des blocos en béton construits par les Allemands, mais aussi les Britanniques. Ça coûte trop cher de les détruire. Ça coûte trop cher. Le coût financier est phénoménal. Donc l'État avait prévu une indemnité de servitude. Les exploitants qui acceptent l'indemnité gardent le blocos sur leur terrain. Charge à eux de le démolir par la suite. Voilà. Ou de le garder s'ils le souhaitent. Donc vous avez vraiment cette difficulté. Alors pour remettre en terrain les sols, il y aura toute une série de travaux. Le premier, c'est le désobusage. Alors qui s'occupe de retirer les engins explosifs? Il va y avoir plein d'intervenants. D'abord, c'est l'armée britannique qui était sur le terrain, qui va créer des champs d'éclatement un peu partout. Ensuite, c'est des services spéciaux qui sont rattachés au ministère des Régions libérées, qui vont travailler jusqu'au octobre 1919. Puis ensuite, c'est l'armée française en tant que telle qui reprend la gestion des obus jusqu'au 1er janvier 22. Puis ensuite, initiative privée, c'est une entreprise qui obtient le marché public de désobusage. C'est l'entreprise Berg, qui est liée à la sidérurgie, en fait. Récupérer tous les matériaux pour refaire du métal, etc. Et eux, ils vont travailler jusque dans les années 30 pour retirer tous les obus. Le problème, c'est que si on nivelle les sols avec beaucoup d'obus, c'est hyper dangereux. Donc d'abord, on enlève les munitions, et ensuite, on commence à faire la remise en état du milieu. Le milieu, c'est-à-dire le sol. Donc il y a deux milieux, le milieu physique et le milieu biologique. Le milieu physique, c'est niveler le sol, déblayer, reboucher les tranchées, etc. Il y a deux services qui vont s'en occuper. Le premier, c'est le service des travaux de première urgence, STPU. Puis après, c'est le service des travaux de l'État. Enfin bref, c'est des structures administratives. Et dans leur bilan, ils disent que finalement, en 21, 9/10 de la zone rouge a été restaurée. Après, le niveau biologique, c'est défricher le sol. C'est-à-dire que si on a tout nivelé, cultiver tout de suite, c'est un peu compliqué. Donc il faut repasser des coups de charrue, etc., pour aérer peut-être le sol et permettre une reprise de culture. Donc là, ça va être des batteries de tracteurs qui sont apportées par les services de l'État. Alors le problème, c'est qu'il y a le département du Pas-de-Calais qui au départ était sous-équipé, sous-doté par rapport au département du Nord. Donc après, il y a plein de débats sur le fait qu'il faut rééquiper un peu plus le Pas-de-Calais, etc., pour que les agriculteurs de ce secteur ne soient pas un petit peu à l'abandon. Donc là, je vous ai parlé des structures qui vont organiser la reconstruction des sols. Maintenant, qui va faire ce travail? Parce que c'est bien beau de mettre des outils, il faut les utiliser. Donc la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, elle va arriver en même temps que les travaux vont débuter. Alors, dans le secteur du Pays de la Leu, donc entre Béthune et Armentières, tout va changer à partir du moment où va arriver un personnage, le capitaine Bayard. C'est pas le chevalier Bayard, mais c'est le capitaine Bayard qui débarque. Il est responsable du STPE, il est hébergé dans l'école des filles de Béthune, et c'est de là qu'il va gérer la remise en état des sols autour du secteur. Et donc, il va enfin pouvoir répondre aux demandes des habitants. Alors, qui va-t-il employer? Donc, d'abord des travailleurs étrangers. Alors, les travailleurs étrangers, c'est qui? Des militaires alliés. Alors, il y a des Britanniques à Neufchâtel qui vont déblayer un petit peu. Neufchâtel, c'est une zone totalement rurale. Mais à Merville, il y a aussi des soldats portugais qui vont contribuer à déblayer dans un premier temps. Déblayer, là, c'est ouvrir les routes, réouvrir les routes principalement. Ensuite, il va y avoir les prisonniers de guerre allemands, comme sur cette photo. Photo qui vient du musée canadien de la guerre, où vous avez des prisonniers qui sont à fleur B en train de démonter les tranchées. Dans ce secteur-là, à cause de l'eau, les tranchées sont surélevées. Elles ne sont pas vraiment creusées dans le sol. Donc c'est des montagnes de terre à niveler, etc. Et ils le font sous la bonne garde des soldats de l'armée britannique. On va aussi avoir des travailleurs chinois qui vont être employés à la tâche, des travailleurs civils, mais non locaux. C'est pour ça que j'ai dit étrangers, parce que c'est un territoire rural où, quand on va habiter dans la ville voisine, on va à l'étranger. C'est comme ça que les gens réagissaient à l'époque. Donc, c'est des milieux fermés. Hein. Ils ne voyageaient pas beaucoup. La guerre les a fait voyager pour la première fois. Il y a aussi des Polonais qui vont intervenir après dans les années 20. Et j'ai trouvé récemment un document dans le secteur de Neufchâtel, des travailleurs algériens, sous commandement d'habitants locaux qui vont remettre en état les terres. Mais il n'y a pas que des travailleurs étrangers, parce qu'en fait, ils ne sont pas assez nombreux, même si on les compte par milliers, et ils ne vont pas assez vite. Parce que toute la zone jaune que je vous avais évoquée tout à l'heure, c'est la plus grande, ce n'est pas l'État qui intervient, c'est les particuliers, c'est les cultivateurs locaux. Donc eux aussi, ils vont travailler beaucoup. Donc se pose la question de l'indemnisation tout de suite. Et ils vont dire, qui va nous payer pour faire ce travail? Donc ils font des demandes d'indemnisation, etc. Les curés
s'en empare de cette question, il faut indemniser les agriculteurs, donc il y a des montants qui sont estimés, etc. Puis il y a des statistiques qui disent que finalement, à la fin de la reconstruction, on estime à peu près que 2/3 du défrichement, donc la remise en labour des sols après le nivellement, a été fait par les cultivateurs eux-mêmes, et pas forcément par les services de l'État. Donc finalement, c'est un travail conséquent qui est organisé, et une fois que les terrains commencent à être remis en état, on peut parler d'une relance de l'activité agricole, donc c'est-à-dire remettre en exploitation les terrains. Donc il faut déjà rééquiper tous les agriculteurs qui ont tout perdu, et là c'est l'ORA, l'Office de la reconstruction agricole, qui s'en charge, qui collecte tout ce qu'elle peut et qui redistribue par le biais de sociétés tiers mandataires, c'est des associations coopératives, à tous les agriculteurs qui en ont besoin. Ils redistribuent quoi? Des semences, des engrais, des animaux de trait, les chevaux, fournis notamment par l'Allemagne, mais en petite quantité, le cheptel, etc. Et le but, c'est de remettre en exploitation agricole le plus vite possible les terrains. Mais l'argent ne suffit pas. En fait, il y a un déficit. Et donc, comme il n'y a pas assez de subsides pour financer le retour de tout le matériel, des semences, etc., il y a des appels aux dons qui vont être faits auprès des communes, mais aussi auprès des pays alliés ou amis de la France. Donc vous avez par exemple, en 1922, une ville anglaise qui s'appelle Southwark, qui va offrir des graines à la ville de Cambrin, enfin au village de Cambrin, pour relancer la culture. Donc choux, betteraves, laitues, navets, radis. Donc c'est déjà une première contribution. Vous avez des communes françaises aussi qui vont donner de l'argent, par exemple, à l'Aventie pour reconstruire le réseau d'eau, pour que les puits qui étaient pollués puissent être remis en activité, parce que les agriculteurs, éleveurs, pour abreuver leurs bêtes, avaient besoin d'eau. Ils devaient aller jusqu'à la Lys, faire 3-4 km avec des seaux ou des chariots remplis d'eau pour abreuver les animaux. Donc remise en état des puits, ça a été rendu possible grâce aux aides extérieures. Alors finalement, avec tout cet effort, l'activité agricole va pouvoir recommencer, mais elle va se heurter à des limites. Alors, il y a des limites qui apparaissent, j'en ai ciblé 4, mais il y en a peut-être encore d'autres. Donc, il y a déjà la pénurie de la main-d'œuvre agricole, parce que beaucoup d'agriculteurs ont été mobilisés et tués lors de la guerre. Ils ne reviennent plus, eux. Et donc, il faut les remplacer. Ensuite, ceux qui peuvent être remplaçants n'ont peut-être pas forcément les formations agricoles adéquates. Donc, ça pose un problème. Deuxième problème, le manque de matériel. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Il n'y a pas eu assez de matériel mis à disposition suite aux dommages de guerre, etc. Ensuite, dans l'arrondissement d'Hazebrouck, canton de Bailleul, il y a des témoignages qui évoquent les premières récoltes. Alors, le secteur de Bailleul était un peu moins détruit que la zone rouge. Ce n'était pas officiellement la zone rouge. Donc les agriculteurs ont pu assez rapidement remettre des grains dans le sol et cultiver. Il y a eu une invasion de campagnols et récolte foutue. Donc justement, il n'y avait pas les moyens pour les éliminer, etc. Bref, des gros problèmes. Et puis ensuite, il y a un aspect auquel on ne pense pas trop, c'est le danger de retravailler sur ces sols. Parce qu'on dit que tout a été nivelé, tout a été déminé, mais non, encore aujourd'hui. Vous avez plein d'engins explosifs qui remontent à la surface. Donc là, c'est ce que je vais vous dire, c'est ce que j'ai constaté de mes propres yeux, mais c'est aussi ce que les agriculteurs m'ont dit, parce qu'au niveau des sources que j'utilise depuis tout à l'heure, j'ai quelques lettres de plainte, mais finalement, c'est la mémoire orale, parce que les agriculteurs n'écrivent pas, ou très peu. Des récits, c'est des notables qui écrivent. Alors les notables disent ce qui les intéresse, parlent un tout petit peu des agriculteurs. Par contre, la mémoire, elle se transmet de génération en génération dans le monde agricole. Donc ils disent que les sols de la zone rouge sont durs à travailler. C'est très dur, pour deux raisons. Il y a des terres bleues qui viennent du sous-sol à 5 mètres de profondeur à cause des explosions. Alors ça, une fois que c'est sec, c'est du caillou, donc les sols sont durs. Et il y a aussi des terres rapportées. Ils ont comblé les trous avec des terres qui venaient, on ne sait pas d'où, de mauvaise qualité. Ensuite, il y a un autre problème, c'est la persistance dans le sol du matériel militaire. Il y a des rails de chemin de fer, des réseaux de barbelés, des fusils, enfin tout est encore dans le terrain. Et on accroche tout ça avec le soc de la charrue, parce qu'en fait, les agriculteurs racontent que le comblement a été mal fait. Les trous d'obus, une tôle. Alors, on met une tôle, sous la tôle, tout le matériel militaire qui a été trouvé, et on met 1 mètre de terre. C'est fini. Après, ça s'effondre et tout. Enfin bref, plein d'histoires comme ça. Ensuite, autre difficulté, les sapes qui s'effondrent. Donc, toute la guerre souterraine, au bout d'un moment, les galeries n'étant pas comblées, affaissement.
il y en a dans la craie, mais il y a aussi dans la glaise. Et puis pour terminer, il y a le problème des blocos. On en voit un là. La culture de betterave au premier plan est possible, mais ce gros blocos, il gêne l'exploitation agricole, enfin, surtout maintenant avec les tracteurs. À l'époque, il n'y avait pas trop de tracteurs. Ce blocos-là a été conservé comme monument historique. Certains blocos ne le sont pas, donc les agriculteurs ont dû faire comme ils pouvaient pour les garder ou pour les faire disparaître. Et après, les témoignages me rapportent la situation des pâtures. Parce que là, les champs, ils ont été nivelés. Mais on raconte que les pâtures, c'est des champs qui n'ont pas été nivelés. Effectivement, j'ai trouvé des traces d'explosion après-guerre, etc. En fait, les pâtures, elles sont sommairement comblées. Et comme il y a des animaux dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, il va y avoir des explosions quand on fait du feu dans la pâture. Et en 26, à Neufchâtel, il y a des agriculteurs qui sont blessés parce que des obus ont explosé dans la pâture. Et pas qu'un seul, 2-3 explosions successives. Donc en fait, c'est hyper dangereux de travailler dans ces zones agricoles, et encore aujourd'hui, même si un siècle a passé. Donc pour conclure de cette intervention, ce qui est intéressant à retenir, c'est que finalement, l'État fait beaucoup pour restaurer les terres, c'est vrai. La zone rouge a été réduite. On dit qu'elle n'existe plus dans ce secteur-là, même s'il y a encore des traces. Officiellement, elle n'existe plus. Mais il y a encore des endroits où le sol est complètement bouleversé et boisé. Ensuite, les cultivateurs ont fait beaucoup. Ils se sont décarcassés pour remettre en état le terrain le plus vite possible. Et donc, on peut se poser la question si, après-guerre, il n'y a pas aussi une forme d'héroïsation de leur action qui a été mise en place par les élus, puisque, dans le cas de la Ventie, le maire Duquesne, qui a été élu après la Première Guerre mondiale, pour remercier la commune de Bayonne-Biarritz qui a payé la restauration des puits, raconte l'éloge des cultivateurs qui sont revenus et qui ont travaillé comme des damnés pour remettre en activité leur activité économique, pour restaurer les sols. Donc en fait, c'est un travail titanesque et que l'on ne voit plus aujourd'hui, parce que quand on traverse ces territoires, tout est tranquille, ce sont redevenus des champs de vie, des champs agricoles. Voilà. Merci de cette communication très riche donc, sur ce thème du retour. Et on voit bien de nouveaux acteurs de la reconstruction. On avait vu les architectes. Et là, c'est les sinistrés eux-mêmes qui sont les premiers acteurs de la reconstruction. Vous avez aussi évoqué plus brièvement les soldats, les travailleurs étrangers, les Chinois qui participent également pour un temps à cette reconstruction qui se heurte à des difficultés. On aura sans doute l'occasion d'y revenir sur la discussion et ce sentiment d'abandon et sur d'éventuelles conséquences politiques. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Donc pour terminer la matinée, je donne la parole à Xavier Boniface. Xavier Boniface est donc professeur d'histoire contemporaine à l'université de Picardie, où il dirige maintenant l'école doctorale, et c'est un éminent spécialiste de l'histoire religieuse, et en particulier de l'histoire religieuse de la Grande Guerre, auquel il a consacré un ouvrage de référence aux éditions Fayard il y a quelques années. Et il va donc nous parler du clergé comme acteur de la reconstruction et donc du regard du clergé sur la question de la reconstruction des églises, dont je te donne la parole pour 25 minutes environ. Merci Philippe pour ces mots de présentation. Alors, dans les 5 départements de la France septentrionale, plus d'1 millier d'églises ont été ruinées ou très endommagées au cours de la Grande Guerre. Cela représente entre 1/4 et 1/3 des édifices, suivant le degré de destruction envisagé. Leur reconstruction, souvent jugée peu prioritaire par les communes propriétaires, s'étale parfois jusqu'au milieu des années 1930. Et parmi les acteurs qui s'activent pour la mener à bien, on peut se poser la question de la place des membres du clergé directement concernés par leur utilisation. Quel est aussi le regard de ce clergé devant cette reconstruction? Les nouveaux lieux de culte doivent-ils permettre de renouer avec les pratiques religieuses d'avant-guerre,
ou bien sont-ils l'occasion d'expérimenter des voies pastorales et surtout liturgiques nouvelles et originales? Or, le processus de sécularisation de la société et de laïcisation de l'État sont aussi en arrière-plan de ces questions. Alors, afin d'y répondre, il conviendra de s'attacher premièrement à la disparition de la figure du curé bâtisseur, puis ensuite à l'implication du clergé dans la reconstruction à travers les œuvres, et enfin au discours ecclésiastique. Alors, autant de thèmes qui sont difficiles à illustrer, c'est pour ça que je vous demande votre indulgence, je n'ai pas prévu de photographie d'églises en ruine ou d'églises en cours de reconstruction pour ces propos. Alors, premier point, la disparition du curé, la figure du curé bâtisseur. C'est une figure du XIXe siècle. On voyait des curés entreprendre la réflexion ou la reconstruction d'églises trop petites, détruites ou endommagées du fait de la Révolution, ou simplement pas entretenues depuis longtemps, afin aussi d'en faire les signes de la restauration religieuse et du rétablissement du catholicisme. Cette figure est même devenue un peu un thème littéraire au XIXe siècle. Alors, le prêtre, à l'époque, pouvait agir de deux manières, ou bien de manière un peu politique, en négociant des soutiens financiers, ou de manière plus pratique, en s'improvisant architecte, chef de travaux, voire maçon lui-même. Monseigneur Affringue, à Boulogne, Notre-Dame de Boulogne, ou Monseigneur Godin, bâtisseur de Notre-Dame de Brebière à Albert, en sont des exemples au rayonnement régional. Mais cette figure disparaît après 1918 pour au moins deux raisons principales. D'une part, presque toutes les églises paroissiales sont devenues propriété communale à la suite du refus par l'Église catholique de constituer les associations cultuelles prévues par la loi de séparation pour les gérer. Et selon la loi de 1907 qui règle sa situation, le curé devient simple affectataire du lieu de culte. Il ne peut donc suppléer la commune ou l'État pour les cathédrales, pour les travaux. D'autre part, l'ampleur des destructions fait que la reconstruction des églises est rapidement envisagée dans le cadre élargi du diocèse et du département, et non pas simplement à l'échelle locale, paroissiale et communale. Par exemple, dans tous les départements touchés par le conflit, on va voir des coopératives diocésaines de reconstruction, j'en reparlerai tout à l'heure, instituées en 1921-1922. Cela ne signifie pas pour autant un désintérêt ou une marginalisation des membres du clergé local à l'égard de la reconstruction. M. Lecomte a rappelé tout à l'heure l'arrivée très tôt parfois de certains prêtres dans leur paroisse et qui entreprennent de restaurer comme ils peuvent des lieux de culte endommagés ou d'aménager des baraques provisoires. Dans le cadre du montage des dossiers de dommages de guerre, les communes sollicitent les curés également pour dresser un état des églises avant le conflit. Et d'ailleurs, je voudrais noter au passage que les procès-verbaux des inventaires de 1906 ne sont presque jamais utilisés pour établir ces bilans. Dans l'immédiate après-guerre, il faut aussi revenir sur un contexte évolutif dans la région en matière de personnel ecclésiastique. De nouveaux évêques sont nommés dans plusieurs diocèses septentrionaux du fait du décès ou de la mutation des précédents titulaires. Monseigneur Julien arrive à Arras en 1917, Monseigneur Quilly à Lille et Monseigneur Binet à Soissons en 1920, Monseigneur Lecomte à Amiens en 1921. Par ailleurs, en même temps, beaucoup de paroisses changent de desservant, car pendant la guerre, l'excédent des décès sur les ordinations ainsi que la mobilisation du clergé ont bouleversé l'organisation ecclésiastique. Les évêques se préoccupent donc de combler les vides avec la priorité de soutenir sur les plans spirituels et pastoral les fidèles des territoires dévastés. Quelques exemples, 40% des prêtres des archidiaconés, ça correspond à peu près à l'arrondissement, les archidiaconés de Lille et de Dunkerque ont été nommés à leur poste en 1919. Et quand on regarde même dans le doyen d'Armentières, qui est particulièrement dévasté par le conflit, on est même à 9 prêtres sur 11. Et puis, il y a toutes les adaptations de circonstances, des prêtres qui cumulent des fonctions. L'abbé Évrard, qui est professeur au séminaire d'Arras, le week-end, enfin le dimanche, va desservir des paroisses rurales, de petites paroisses rurales à Boiry-Becquerel et Boyel. Alors, ces changements de l'après-guerre sont en même temps l'occasion d'expérimenter de nouvelles formes d'organisation et d'apostolat. Dans la Somme, une communauté des missionnaires de Ham est fondée dans cette ville
en 1919 par un prêtre séculier, un prêtre diocésain, l'abbé Compère. Alors, cette communauté regroupe 3 prêtres qui mènent la vie commune propre au clergé régulier, mais ils sont séculiers, afin de mieux desservir les paroisses environnantes dans un contexte de crise des vocations, mais aussi pour, disent-ils, mieux tenir face à la situation de misère dans une région en ruine. Le curé bâtisseur d'églises disparaît, mais celui des bâtiments d'œuvre reste actif. Après la guerre, on avait déjà un petit peu commencé avant, des équipements sont édifiés, comme des salles paroissiales, des patronages, pour répondre aux nouveaux besoins d'un apostolat qui évolue. Si le phénomène ne concerne pas seulement les régions dévastées, et puis on est déjà un peu antérieur à la Première Guerre mondiale, la reconstruction donne l'occasion de revoir un peu l'organisation des locaux paroissiaux, notamment autour de l'Église. C'est que le clergé et les fidèles, en gros depuis la fin du XIXe siècle, s'impliquent davantage dans des œuvres dites de spiritualité ou d'apostolat qui nécessitent des locaux spécialisés. Et on retrouve donc ces créations, ces constructions après 1918. Or, les œuvres, c'est justement l'un des moyens, des instruments techniques sur lesquels s'appuie le clergé pour reconstituer, pour participer à la reconstruction. Ce sera l'objet de ma deuxième partie. Alors, ces œuvres, des associations, on dirait aujourd'hui, peuvent être fondées et ou animées par des prêtres, mais leurs membres, voire leurs dirigeants, sont très très largement des laïcs. On pourrait distinguer, pour la commodité du propos, celles qui sont spécialement créées en vue de la reconstruction des églises, et puis celles qui sont antérieures à la guerre, mais qui se réorientent et se mobilisent pour répondre aux besoins du moment. Ces besoins, quels sont-ils ? Eh bien, c'est d'abord la fourniture d'ornements et d'objets liturgiques qui sont immédiatement nécessaires pour permettre la continuité du culte. Pour faire simple, on peut se passer d'un bâtiment pour célébrer la messe, mais il faut des vases liturgiques et il faut des ornements. Alors, dans la première catégorie d'œuvres, eh bien, on pourra relever une œuvre nationale, l'œuvre de secours aux églises dévastées, dont la création est envisagée dès le janvier 1915, officialisée en juin suivant. Elle est présidée par chanoine Audelin, qui est vicaire général de Paris, et placée sous le patronage des archevêques de Reims, emblématique par la destruction, enfin, du moins le sinistre de la cathédrale, et l'archevêque de Paris. Et cette œuvre se propose de fournir des objets de culte aux églises ruinées et de financer la réparation des lieux de culte ou la construction et l'aménagement de locaux provisoires de remplacement. Elle a ajouté à son objet en janvier 1919, une aide aux prêtres des régions envahies qui ont souvent perdu aussi beaucoup du fait des réquisitions allemandes. Cette œuvre travaille d'abord en lien étroit avec les évêques des diocèses touchés qui doivent regrouper, centraliser en fait les demandes d'aide de leur clergé paroissial. Elle est aussi, cette œuvre, en relation avec des structures plus anciennes, des associations plus anciennes. J'en citerai 2. D'abord, l'œuvre des chapelles de secours, fondée à Paris en 1900 pour édifier des lieux de culte dans la banlieue parisienne. Et donc, elle a une expérience en matière de construction, notamment de chapelles assez simples. Et puis, l'œuvre des tabernacles, sur laquelle je reviendrai ensuite, dont émane pour partie cette œuvre de secours aux églises dévastées. Et puis, on a des initiatives locales, comme à Arras. Monsieur Julien fonde en février 1919 une commission diocésaine des églises dévastées pour dresser un état des lieux des édifices ruinés et formuler des avis sur les plans et les devis relatifs à leur reconstruction. Un bulletin des églises dévastées mensuel est également lancé en mai 1919 sous la direction de l'abbé Foulon qui gère aussi la semaine religieuse, et ce bulletin deviendra ensuite la grande pitié des églises d'Artois, fait référence au texte, le livre de Barès, la grande pitié des églises de France, paru quelques années avant la Première Guerre mondiale. Et cette publication cesse de paraître en décembre 1926. Alors, ce type d'association fait rapidement place, j'en ai parlé, je l'ai évoqué tout à l'heure, aux coopératives diocésaines de reconstruction dont le clergé est à l'initiative. Ces organismes reçoivent, à partir de 1921-22, une délégation des municipalités propriétaires des églises pour gérer les dommages de guerre et pour apporter une assistance administrative, technique et matérielle dans l'organisation et le suivi des chantiers.
Ces associations, ces coopératives, sont très majoritairement composées de maires des communes touchées, des architectes également, mais comptent extrêmement peu d'ecclésiastiques, tout au plus un, parfois le directeur, comme le chanoine Flippo ou le chanoine Leroy à Lille et Arras respectivement, ou un secrétaire, comme Monseigneur Delorme à Cambrai. Mais le président de ces coopératives est toujours un laïc, presque toujours, sauf à Nancy. Une grande partie de ces coopératives se sont unies en 1921 dans un groupement national pour négocier un emprunt. On a parlé tout à l'heure de la question de est-ce que les dommages de guerre suffisaient pour les travaux. Non, ils ne suffisaient pas, et en plus il arrivait tardivement, donc il a fallu souscrire des emprunts pour déjà engager les travaux. Ces coopératives ont joué un rôle décisif dans la reconstruction puisqu'elles ont supervisé à peu près 90% des chantiers. Alors, maintenant, dans une deuxième catégorie d'œuvres, je parlais des œuvres anciennes qui s'étaient un peu reconverties. Je pense notamment à l'œuvre des Tabernacles qui a soutenu la création de l'œuvre de secours aux églises dévastées. C'est une œuvre créée en 1846 à Paris et qui s'est diffusée dans de nombreux diocèses. Son champ d'action concerne d'abord la promotion du culte eucharistique dans les paroisses rurales pauvres et dans les missions auxquelles elle fournissait des objets et des vêtements liturgiques. L'œuvre a ensuite élargi avec la guerre son travail, son concours aux églises dévastées, parfois même à la demande des évêques. À Arras, c'est l'évêque qui va adresser une circulaire aux zélatrices de l'œuvre pour qu'elles apportent leur concours. Alors ces zélatrices sont les Enfants de Marie à Amiens, où l'œuvre est présidée par le vicaire général, le chanoine Lamy, confectionne des ornements, on fait des catalogues qui expliquent comment on coud des chasubles, et chaque année, il y a une exposition qui est organisée de ces œuvres, et elles recueillent aussi des dons. Autre œuvre un peu du même style, l'œuvre des Tabernacles s'occupait de vêtements liturgiques et de linge liturgique, mais aussi, avec les dons, d'acheter des objets, des vases sacrés, des ciboires. L'œuvre des églises pauvres s'est spécialisée, elle, dans la confection de linge et de vêtements liturgiques. Ce sont des structures créées à l'échelle des diocèses, on en trouve un peu dans tous les diocèses, à Cambrai, dont dépend encore Lille à l'époque, dès 1839. À Cambrai et à Lille, elle a dû prendre d'ailleurs le nom d'œuvre Sainte-Élisabeth, si j'ai bien compris. C'est toujours très compliqué l'histoire des œuvres, il n'y a pas beaucoup d'archives et elle ne laisse pas nécessairement des traces très visibles. L'œuvre des églises pauvres est parfois, ce qui complique un peu les choses, est parfois associée ou regroupée à l'œuvre des tabernacles. On parle de l'œuvre des tabernacles et des églises pauvres, et j'ai essayé un peu de démêler les chevaux, mais ce sont bien deux œuvres distinctes, même si parfois elles se sont associées. Autre œuvre ancienne qui se mobilise beaucoup, c'est l'œuvre des campagnes, fondée en 1857 par un prêtre séculier, transférée ensuite aux jésuites et organisée en comité diocésain, avec pour but de soutenir la religion, et je cite, l'harmonie sociale en milieu rural. Elle sollicite le soutien financier, mais aussi l'implication, l'influence des notables, et une coloration plutôt monarchiste, sans être pour autant proche de l'action française, plutôt une sensibilité plutôt qu'un engagement politique clair. Mais les responsabilités sont très souvent exercées par des nobles. Le comité diocésain d'Amiens est présidé par la comtesse Jeanne de Clermont-Tonnerre, qui est par ailleurs veuve de guerre. À l'échelle nationale, elle est dirigée par des jésuites, et cette œuvre vient en aide, après le conflit, aux paroisses dévastées pour y contribuer à la restauration du culte. À travers son bulletin, elle donne un certain nombre de conseils aux prêtres, notamment elle conseille de demander des avances en matière de dommages pour le mobilier des presbytères, pour ce qu'on appelle le mobilier professionnel, mais aussi pour le mobilier des églises. Ils doivent le faire en concertation avec les mairies. Et cette œuvre distribue aussi de nombreux dons financiers et puis apporte une aide matérielle, notamment pour l'organisation de missions intérieures, de missions paroissiales et d'œuvres paroissiales. Alors on pourrait citer de très nombreuses autres œuvres de piété locale ou nationale, je ne vais pas vous en faire un inventaire, on n'aurait pas fini ce soir. La Croisade eucharistique qui fournit des objets liturgiques, la Ligue patriotique des Françaises, qui est une association de défense religieuse et sociale créée au début du siècle, qui apporte aussi une aide. Dans le diocèse de Cambrai, au temps de l'occupation, donc entre 1914 et 1918, il y avait une œuvre
qu'on appelait l'œuvre apostolique, qui était chargée des missions, mais en temps de guerre, elle ne peut pas consacrer ses moyens habituels aux missions, puisqu'il n'y a plus de rapport avec l'extérieur, et donc elle va se reconvertir dans l'aide aux paroisses dévastées par le conflit. Alors l'une des grandes questions qui se posent pour le clergé à l'époque concerne la conformité des aménagements des églises, qu'elles soient les églises de la reconstruction ou des églises provisoires, avec les règles liturgiques et canoniques en vigueur. L'affectataire est parfois consulté, donc le curé, mais il n'a pas toujours de compétences suffisantes en la matière. Par exemple, des curés ne s'opposent pas au projet de déplacement, voire de changement d'orientation de leur église dans le cadre des plans d'alignement urbain. Alors, on prévoit de mettre les églises sont plutôt orientées vers l'est, on prévoit de l'orienter vers l'ouest, certains curés n'y voient absolument aucun problème. Et donc, les diocèses s'inquiètent et créent des organismes spécifiques, comme à Lille en juin 1920, la commission ayant droit de contrôle sur la constitution et l'ameublement des églises, qui doit veiller à ce que, dans les plans élaborés, les règles liturgiques soient scrupuleusement observées. Alors, en fait, cette commission n'a pas duré très longtemps, puisque la coopérative diocésaine a pris le relais avec une commission technique. Mais au tournant des années 1930, la plupart des diocèses se dotent de commissions d'art sacré, qui sont prévues par le Code de droit canonique de 1917. Donc, ces créations de commissions d'art sacré ne sont pas directement la conséquence de la guerre. Elles doivent simplement donner leur approbation à tous les projets, je cite, de construction, de restauration, d'agrandissement, d'ornementation des édifices cultuels. Mais à Lille, cette commission qui porte le nom d'art sacré d'histoire religieuse ne s'occupe pas d'église de la reconstruction tant que la coopérative existe. Lorsque la coopérative sera dissoute, coopérative diocésaine a été dissoute en 1934, la commission d'art sacré a pris le relais. Alors, ces commissions d'art sacré comportent beaucoup plus d'ecclésiastiques que les coopératives, et ces ecclésiastiques ont aussi essayé de justifier la reconstruction autour de motifs religieux et politiques. Ce sera la troisième et dernière partie de mon propos. 5 minutes, c'est bon. Les cérémonies ouvrant ou clôturant la reconstruction des églises, on en voit beaucoup dans les années 20, sont l'occasion pour le clergé d'interpréter ces réalisations sous des angles patriotiques, union sacrée et religieux, lors de tas de cérémonies comme les bénédictions de chapelles provisoires, de cloches, de poses de première pierre, d'édifices achevés, d'orgues. Je cite un peu l'inventaire à Prévert, mais à chaque fois lieu des cérémonies d'autels, de statues, de chemins de croix, de chapelles et de calvaires. Les cloches, notamment dans les régions où elles ont été enlevées par les Allemands au cours de la guerre, sont très rapidement réinstallées. Et puis, dans la deuxième partie des années 20, on commence à bénir les nouvelles églises. Alors là, les évêques s'en font un peu une spécialité, d'où leur surnom. Le Monseigneur Julien, c'est l'évêque de la reconstruction. Monseigneur Lecomte à Amiens est l'évêque des ruines. Parfois, ils envoient leurs représentants. Alors, c'est important, ces cérémonies sont importantes parce qu'elles permettent à l'évêque de se rendre un peu partout, y compris dans de tout petits villages. On raconte que le lundi de Pâques 1927, Monseigneur Lecomte va se rendre dans 2 tout petits villages du Santerre, 200 habitants dans chacun des villages. Mais c'est important parce que ça permet aussi de témoigner son soutien moral aux communautés paroissiales et aux édiles locaux, dans un contexte difficile dont on a parlé tout à l'heure, où la population peut se sentir délaissée. Et puis, il y a aussi le spectre de la déchristianisation. Le clergé craint que le conflit ait entraîné une sécularisation plus grande de la société dans les régions dévastées. Et c'est dans ce contexte-là aussi qu'il faut replacer la reconstruction des églises. Il s'agit de maintenir, voire de restaurer le catholicisme. Alors on va trouver des discours traditionnels sur les trop lieux de plaisir et pas assez de lieux de piété, ou de renonciation au repos du dimanche sans bonne raison. Et donc la reconstruction des églises devrait être, selon le clergé, un stimulant pour maintenir la foi. 2 citations, le cardinal Dubois, archevêque de Paris, explique « À réparer les ruines matérielles, du même coup vous avez travaillé aussi à la réparation des ruines morales ». L'abbé Tellier de Pongeville, qui est originaire de Cambrai, qui est un prêtre qui fait des conférences, préside des missions intérieures, en refaisant nos paroisses, nous refaisons la chrétienté. Et en même temps, la reconstruction des églises contribue à estomper les luttes anticléricales d'avant-guerre.
Un chroniqueur, Fernand Laudet, qui contribue notamment à la Revue des Deux Mondes, affirme que l'union sacrée est complète. Préfet, maire, curé, population travaillent avec l'ardeur et la force des hommes de bonne volonté. En outre, que le curé se soit fait ouvrier, qu'il travaille avec les ouvriers pour restaurer son église, c'est même, selon lui, l'union tout court. On n'est pas encore aux prêtres ouvriers, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir cette expression apparaître à ce moment-là. Le compte-rendu de l'Assemblée générale de la coopérative de Seine-d'Amiens en 1926 insiste sur son assistance bigarrée. Il est visible que tous, quelles que soient leurs opinions politiques, voudraient avoir leur église reconstruite. Alors pour conclure, quoique peu sollicité officiellement pour participer à la reconstruction des églises du fait de la séparation, le clergé s'y implique néanmoins largement. Il s'agit pour lui de permettre le rétablissement rapide du culte, de reconstituer les communautés paroissiales fragilisées par la guerre, l'exil ou l'occupation, et de restaurer le catholicisme dans des sociétés locales que la déchristianisation menacerait selon ce clergé. Et c'est donc autour de l'Église que se cristallisent tous ces enjeux. Mais les formes d'action évoluent. On a vu la disparition de la figure du prêtre bâtisseur, même si on a encore des prêtres qui vont aménager des baraques chapelles. Désormais, les acteurs ecclésiastiques agissent aux échelles diocésaines et nationales par le biais d'organismes spécifiques ou d'œuvres qui ont revu un peu leur objet. Ils entendent ainsi impulser le processus de reconstruction des églises, des édifices religieux, un peu délaissés par les pouvoirs publics. Il en va, selon eux, de la renaissance de la foi, de la résurrection de la cité et du maintien de l'union sacrée. Je vous remercie de votre attention. Merci Xavier d'avoir présenté ce nouvel acteur de la reconstruction qui est le prêtre et toutes les coopératives qui existent dans le cadre des coopératives diocésaines, mais au-delà, on n'en a pas parlé, mais les coopératives, c'est un véritable enjeu dans ces reconstructions. Il est 12h25, je pense qu'on peut prendre une dizaine de minutes pour les questions avant de clore cette matinée. Alors, sur ce rang. Monsieur. Oui, Stéphane Palaude, président de la MAVER. Une question concernant ces prisonniers qui ont été, enfin prisonniers et gens qui sont venus pour remettre les terrains dans la plaine de la Lys, remettre les terrains en état à peu près. Est-ce qu'on parle du problème des accidents du travail ou des choses comme ça? Est-ce qu'on l'évoque? Parce que c'est une chose qu'on a rencontrée dans d'autres journées d'études qui ont été faites, c'est qu'en fait, on emploie des gens, mais si les gens sont accidentés, qui prend en charge? Ah, ça, c'est une bonne question. Là, concernant les prisonniers, uniquement les travailleurs prisonniers ou les travailleurs civils? Les travailleurs civils qui ont été... vous avez cité des soldats portugais, alors ça peut rentrer dans le cadre des rangs militaires, mais ce n'est pas du travail militaire. Vous avez signalé les prisonniers allemands, ça on connaît. On connaît inversement des prisonniers russes qui ont été utilisés et qui subissent des dommages. Comment fait-on? Qui paye? Parce qu'on parle justement de remettre en état, mais s'il y a des accidents, comment ça se passe? Est-ce que vous en avez entendu parler? Bonne question, là c'est même une colle. Que je réfléchisse un petit peu. Concernant par exemple les travailleurs civils, je préfère pas proposer de réponse parce que j'ai pas accès aux documents pour l'instant. Je suis désolé, la question est trop pointue pour moi. Bon, Patrick Antoniol, la Société historique de Marois. La Marois, on ne se contente pas de faire du fromage, on fait un peu d'histoire aussi. Vous me direz, on fait un fromage de l'histoire. Moi, j'avais une question. Est-ce que vous avez eu connaissance d'un centre de remonte pour les chevaux mis à disposition des fermiers? Parce que je vous parle de ça parce que moi, j'ai découvert dans un document hérité d'un grand-oncle du côté d'Hirson. Quand il est rentré, il n'y avait plus rien du tout. Et j'ai un document où il y a le centre de remonte de l'armée française qui l'autorise à emprunter 2 chevaux avec toute la description du cheval, son état, etc., etc. Alors, avec des conditions draconiennes pour 6 mois. Et au bout de 6 mois, il est obligé d'aller les ramener à l'an. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Parce que tout à l'heure, vous parliez des chevaux d'Allemagne, mais sur le moment,
au moment où ils remettent en C'est culture, encore il leur une- fallait... c'est Ah, encore une colle. bonne question en fait. Désolé. C'est pas grave. C'est très vite quand on s'attache à un territoire hyper localisé, on peut trouver des petits détails qui n'existent pas forcément ailleurs. Mais après, dans le cas de la mise à disposition de main d'œuvre et peut-être même aussi de chevaux par l'armée, je sais qu'en temps de guerre, ça s'est fait à l'arrière du front. L'armée mettait à disposition des cultivateurs de la main d'œuvre pour terminer les récoltes, afin qu'elles soient préservées des bombardements ou alors préservées des intempéries. J'ai l'exemple dans le secteur du Pays de l'Alleu, c'est curieux, de la mise à disposition de marins de l'armée française pour faire la récolte de blé. Des soldats britanniques l'ont fait aussi. Après, au moment de la reconstruction en 1920, c'est certainement probable. Mais bon, là, j'ai pas de document à disposition, si ce n'est peut-être celui que vous venez d'évoquer. Plus particulièrement aussi destiné à Monsieur le Comte, Francis Crépin, donc Saint-Quentin. Vous parlez du journal paroissial de Fleurbet, Oui. qui a été publié par le prêtre. Oui. Au milieu de tout ça, comment est-ce qu'on publie? Comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on transmet? Comment est-ce qu'on arrive à contacter les gens pour leur dire qu'ils ne reviennent pas? Je comprends pas bien. C'est vraiment un travail de titan qu'il a fait. En fait, c'est un curé qui est quand même très traditionnaliste. En fait, il a lutté pour restaurer le catholicisme, comme vous évoquiez tout à l'heure, Monsieur Boniface. Lui, il est contre l'idée de la sécularisation, etc. Et il avait une certaine mainmise sur la paroisse, en fait. Et donc, quand la guerre est arrivée, lui, il voulait rester le plus proche possible de ses fidèles. Donc, il a quitté Fleurbet sous les bombardements juste avant l'offensive des Allemands en 1918. Donc, lui, il voulait rester proche de sa paroisse. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Au fur et à mesure qu'il voyait que des gens quittaient, il demandait à ce qu'on lui écrive l'adresse où le réfugié était parti se réfugier. Donc il a fait des inventaires d'adresses, il publie tout ça dans son bulletin paroissial pour que tout le monde reste en contact. En fait, il fait une sorte de filet de réseau qui permet à chacun de savoir où est telle ou telle famille, et lui, il reste en contact avec eux. Et après, le bulletin paroissial n'existait pas au début de la guerre, même pas avant, et c'est parce que les gens ont commencé à partir que la communauté commençait à se dissoudre que lui, il a fait ce bulletin pour garder un lien très fort entre les gens. Et donc, il le publie au départ avec une imprimerie de Béthune, qui est assez loin du front. Et ensuite, c'est publié avec une imprimerie de Calais, au fur et à mesure que en fait, les destructions s'amplifient. Et après, c'est diffusé. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui mettait les timbres ou quoi, mais ça ne m'étonnerait pas parce que, vu le personnage, vu ses témoignages qu'il raconte, il était au plus près de ses fidèles. Ça ne m'étonnerait pas. En fait. Mais le curé de l'Aventis, c'était pareil. Hein, c'était la religion, elle devait être présente au plus proche du front. Merci. Simon Piéchaud, ma question s'adresse à M. Boniface. Vous avez évoqué rapidement le fait que les curés, partie prenante des demandes d'indemnisation au titre des dommages de guerre, ne faisaient pas usage des inventaires de 1906. Je voulais savoir quelle signification il fallait accorder à ce choix. Non, en fait, ce n'est pas les curés qui n'utilisent pas les inventaires de 1906, ce sont les mairies qui ne les utilisent pas. Parce que les curés n'ont pas accès à ces documents, qui sont des documents administratifs. Et c'était le fait que, dans un certain nombre de cas, le maire demandait au curé plutôt que d'aller consulter l'inventaire de 1906. Alors je pense que c'est un document administratif, donc de ce point de vue-là, le curé n'en a pas copie. Et alors, c'est vrai qu'entre 1906 et 1914 ou 1915-16 sur les paroisses, il y a des choses qui ont pu changer, quelques statuts qui ont pu être ajoutés ou enlevés, mais quand même, ça servait de base, ça aurait pu servir de base. Mais je pense que le document, tout le monde l'avait oublié. Et, Dernière question, Monsieur Klein. Oui, Klein, enseignant d'histoire de l'architecture. Ma question s'adresse à Monsieur Boniface dans le contexte qu'il a décrit de la reconstruction. Je voulais savoir s'il y avait des discussions au sein du clergé sur le coût, l'investissement que représentent les constructions d'églises au moment de la reconstruction, de la mesure où on sait que des églises sont construites assez rapidement dans le contexte des reconstructions des villages notamment, et qu'elles présentent souvent des aspects, je dirais, assez riches du point de vue architectural, du point de vue de l'ornementation, du point de vue... Voilà, ce sont des édifices qui ont coûté de l'argent. Et donc, voilà, j'aimerais savoir s'il y a des débats au sein du clergé sur cette question. Évidemment, ça m'intéresse par analogie à la période de la seconde reconstruction, où c'est clairement un débat qui est posé de la pauvreté de l'Église, qui commence à être, je dirais, un moyen d'évangélisation, d'ailleurs.
Alors moi, je n'ai pas vu de débat là-dessus. En plus, comme c'est essentiellement géré par les coopératives de reconstruction, les coopératives diocésaines, où il y a très peu de membres du clergé, et puis tout le monde attend les dommages de guerre. En réalité, ils ne suffiront pas. Et on attend aussi beaucoup des œuvres, comme l'œuvre des églises de secours aux églises dévastées, qui apportent beaucoup d'aide pour recomposer notamment le mobilier et puis les objets liturgiques. Je n'ai pas vu de débat comme ça. On n'avait pas encore cette mise en avant de la pauvreté qui est effectivement davantage liée à l'après-Seconde Guerre mondiale. Et tout à fait qui est à mettre aussi en lien avec les grands débats, on va dire, théologiques et pastoraux de chaque époque. On est plutôt encore dans l'idée d'une église triomphante ou qui essaie de reprendre une place qu'elle avait un peu perdue au moment de la séparation.